Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargnitude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et cette semaine, j'avais beaucoup de questions concernant la motivation intrinsèque. Vous savez, cette motivation qui naît à l'intérieur de nous et qui nous pousse, oui, à faire des choses, mais souvent à persévérer dans le temps. Donc, je voulais savoir d'où elle naît, cette motivation-là, comment faire pour l'inculquer à nos enfants. J'allais même dire comment faire pour la stimuler parfois chez nous, les adultes. Donc, cette fameuse motivation à l'intérieur de nous versus la motivation extrinsèque qui peut être, par exemple, un bonus au travail si on accomplit des tâches ou un beau biscuit parce que notre enfant a fait sa chambre ou nous a rendu service. Donc, toutes des rétributions, des cadeaux qui viennent de l'extérieur pour stimuler notre motivation. Ça, c'est la motivation extrinsèque. Mais moi, celle qui me questionne, c'est vraiment celle qui vient à l'intérieur de nous-mêmes, où on n'attend rien, on le fait vraiment parce qu'on a envie de le faire. Donc, je pose toutes mes questions à deux expertes, soit Catherine Simon-Paquette, qui est doctorante en psychologie de l'éducation, et Charlotte Lompré, qui est doctorante en psychologie clinique. Les filles vont nous parler de la science et vont nous donner des petits trucs pour voir si on peut faire naître cette motivation-là dans notre quotidien. Et dans le segment coup de cœur, eh bien là, j'ai réfléchi. Motivation intrinsèque, à qui je pouvais bien parler? Et honnêtement, dans mon quotidien, moi, ce qui me demande le plus de motivation intrinsèque, eh bien, c'est l'entraînement. Le sport. Je trouve que c'est pas toujours évident d'avoir envie à tous les matins de s'entraîner. Alors, j'en discute avec la fondatrice et la présidente de Bougeotte et Placotine, Sarah Baribeau, étant elle-même kinésiologue et amoureuse du sport, comme elle nous le dit si bien. Eh bien, on va parler de la santé physique de toute la famille, mais plus particulièrement de son champ de spécialité, soit la mise en forme périnatale. Je lui ai demandé: est-ce que ça se peut d'être toujours motivé pour aller s'entraîner? Ou peut-être qu'au début, il faut se donner un petit coup de pied aux fesses jusqu'à ce qu'on en voit les bénéfices? Eh bien, rendez-vous dans le segment coup de cœur pour avoir toutes ces réponses. Parce que vous le savez, c'est ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames, merci d'être là. Aujourd'hui, on aborde un sujet, je pense, qui est essentiel, mais qui n'est pas nécessairement facile à comprendre du point de vue du parent. Okay? Je vais vraiment mettre encore une fois mon chapeau de maman pour parler de motivation. Dans d'autres épisodes, on a parlé de la motivation intrinsèque, donc qui vient à l'intérieur de nous, et extrinsèque, donc qui est favorisé par l'environnement ou peut-être on pourrait résumer en disant la récompense extérieure. Quelle serait pour vous là, votre définition de ces deux types de motivation-là? Si je peux y aller, en fait, quand on parle de motivation intrinsèque, on parle vraiment d'une motivation qui est interne, qui vient de la personne elle-même, qui vient de son propre libre arbitre, si je peux dire, son propre choix. Quand on parle de motivation extrinsèque, on parle justement, comme tu l'as mentionné, de quelque chose qui est plus à l'extérieur. Par contre, la motivation, on peut le voir un peu comme sur un continuum, un peu comme un spectre. Fait qu'il y a intrinsèque, extrinsèque aux deux extrémités, oui, mais il y a plusieurs niveaux de motivation extrinsèque. Donc, la motivation extrinsèque peut tendre de plus en plus vers une motivation qui est intrinsèque. Puis c'est ce qu'on vise, finalement. On aimerait ça que nos enfants accomplissent des choses parce qu'ils sont motivés à l'intérieur d'eux puis ça leur tente de le faire. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup parler de la qualité de la motivation parce que souvent, on en parle comme quantité. Cet enfant-là est tellement motivé ou il est vraiment pas motivé. Sauf que nous, là, on s'intéresse à la qualité. Fait que c'est comme s'il y a plein de couleurs, là. Puis quand on parle des nuances, c'est ça, c'est qu'il y a plein de couleurs de motivation, OK? Donc, la motivation intrinsèque, c'est quand on est intéressé, on a du plaisir, on aime ça. Sauf que, tu sais, là, un enfant de 2 ans, quand il doit se brosser les dents, je pense pas que c'est réaliste de se dire il va tellement aimer ça qu'il va le faire par lui-même. Tu sais, rendu là, non. Donc, il y a une certaine façon de promouvoir une motivation qui sera pas totalement extrinsèque, comme Charlotte disait. Donc, ça sera pas, par exemple, avec des récompenses. Ouais, OK. Ouais. Là, c'est ça. Revenons à ton continuum. J'aime ça. L'idéal, c'est le plus de motivation intrinsèque possible, mais il y a des tâches comme, on se le cachera pas non plus, faire le lit, des choses comme ça. Même pour nous, comme adultes, je veux dire, on fait notre ménage, on aime ça que ce soit propre, mais c'est plutôt rare, il y en a qui adorent ça, là, mais qu'on va se lever en étant si heureux et si content de faire notre ménage. Je veux dire, ça devient aussi, à un moment donné,
les tâches de la vie, puis on vit avec. Donc, si on revient à se brosser les dents, comment on peut amener nos enfants, un peu les conditionner finalement, parce que c'est une tâche qui est routinière, on veut qu'ils le fassent après, disons, chaque repas, mais en même temps, ils vont pas se lever un matin en faisant « Ouais, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me brosser les dents ». Non, c'est ça. En fait, ce qu'on souhaite, c'est qu'on veut que l'enfant devienne autonome. Autonome ne veut pas dire qu'il va le faire de manière super intrinsèque. Ça me tente vraiment de me brosser les dents aujourd'hui. Wouhou! Mais l'enfant, en fait, ce qu'on souhaite comme parents, c'est de l'amener à comprendre les raisons pourquoi on veut qu'il se brosse les dents. Oui, la raison principale, c'est qu'on veut pas que l'enfant ait de caries, on veut que l'enfant ait une bouche en santé. Puis en lui expliquant, c'est une façon de le rendre autonome. Donc, c'est-à-dire que l'enfant va être conscient de ses propres choix, de ses propres actions, puis va pouvoir comprendre pourquoi il fait les choses. En vieillissant. En vieillissant, mais généralement, offrir une explication à l'enfant, même un enfant de 3, 4 ans, il peut comprendre, on peut adapter son langage pour qu'il comprenne, mais ça va vraiment favoriser, en fait, son autonomie, qui n'est pas son indépendance, mais son autonomie. Son autonomie par rapport à la tâche. Donc, dès le plus jeune âge, finalement, d'expliquer, regarde, au début, disons, c'est maman qui va brosser tes dents, maintenant, tu le fais tout seul. Comme nous, à la maison, ils commencent eux-mêmes. Bon, on s'entend que c'est pas toujours tout à fait parfait. Donc, maman ou papa, on repasse pour s'assurer que ce soit bien fait pour éviter les caries. Mais nous, eux, ils sont comme fiers de regarder devant le miroir et de dire « Ah, j'ai des belles dents. C'est comme devenu... Oui, c'est une tâche, mais c'est devenu une motivation. Mais là, comment faire, justement, pour les motiver à accomplir la tâche, mais sans non plus tomber dans le chantage, genre « Viens brosser tes dents, sinon, tu n'auras plus le droit de manger ci ou sinon, tu n'auras plus le droit de faire ça. » Oui, Charlotte, on s'intéresse beaucoup au soutien à l'autonomie. Donc, comment on peut soutenir l'autonomie dont on parlait. Puis là-dedans, il y a d'offrir des choix, par exemple. Donc, si l'enfant est en train de jouer, puis on sait qu'il veut pas arrêter de jouer là, pour se laver les dents, faire sa routine du soir, bien, on peut lui donner des choix. Par exemple, est-ce que tu préfères prendre ton bain et ensuite brosser tes dents ou brosser tes dents ensuite prendre ton bain? C'est des choix qui sont restreints. Là. Oui, on le guide. Au final, il doit faire les deux. Mais il y a aussi reconnaître là, que c'est pas le fun. Donc, si l'enfant est comme « ça me tente pas, je veux pas y aller », bien, tu sais, on peut faire « ah, tu sais, je sais que t'aimerais ça, continuer à jouer, hein, mais tu sais, le fait est qu'on doit se brosser les dents. » Mais tu sais, de reconnaître quand même qu'il y a une frustration, je pense que pour l'enfant, c'est quand même validant, tu sais, au lieu de juste faire fi de ça puis dire « ah, tu sais, c'est pas grave, là, on doit vraiment le faire. » Accueillir, dans le fond, son émotion de dire « je comprends que t'es déçu. » Hein? C'est beaucoup plus agréable de jouer. On va jouer demain ou, là, tout dépendamment du moment de la journée. Viens faire la tâche, puis après, tu pourras rejouer. Ou, donc, peut-être lui donner un espace, valider son émotion au lieu de ben là, c'est la routine, non, on n'a plus le temps de jaser, je suis tannée, let's go, il est 7 heures, là, j'en peux plus. Parce qu'on s'entend que des soirs, on est un petit peu fatigués. C'est ça, parce qu'on veut répondre à son besoin d'autonomie, aussi de connexion avec nous, de se sentir vu, en fait. Là. Puis on dit souvent que la motivation intrinsèque, c'est la motivation « je veux faire quelque chose », tandis que la motivation plus extrinsèque, c'est « je dois faire quelque chose ». Oh, j'aime ça. « Je veux » versus « je dois faire quelque chose ». Donc, est-ce que simplement ton exemple de donner un choix, même si on s'entend que le choix est plutôt restreint, ça pourrait nous faire tendre vers le « je veux » versus « je dois ». Ça peut être un choix plus agréable. Ça peut être on chante une chanson ou on se brosse les dents ou inversement. Mais tu sais, juste comme, OK, là, j'ai envie là, qu'on chante, puis après ça, je vais accepter de brosser mes dents. OK. Fait que sans comme frustrer l'enfant, parce que souvent avec l'option de menace qui vient après, sinon, ou si tu fais pas ça, il va arriver telle conséquence, l'enfant, automatiquement, ne se sent pas reconnu ou validé dans qui il est. Ça peut devenir très frustrant, surtout pour un enfant de 2 ou 4 ans, dans les périodes où il y a beaucoup de non, puis l'enfant veut beaucoup s'affirmer. Comme parent, de reconnaître qu'il y a des choses qui doivent être faites quand même. Reconnaître, valider, accueillir les sentiments ne veut pas dire devenir permissif sur ce que, comme parent, on trouve acceptable ou qu'on veut que ce soit fait. Si on tient absolument à ce que le lit de l'enfant soit fait puis qu'il est capable de le faire, par exemple, ou se brosser les dents ou quelque chose comme ça, on va pas nécessairement piler sur cette règle-là parce qu'on a accueilli le sentiment ou l'émotion de l'enfant. Donc, je comprends. Donc, s'il nous fait une crise... communément, la crise du bacon, disons, pour pas se brosser les dents, on accueille le fait qu'il est triste ou qu'il est fâché d'avoir mis fin à son jeu, par exemple, pour ça, mais n'en demande pas moins qu'il faut qu'on tienne aussi et dire je comprends,
t'as le droit d'être comme ça, de te sentir comme ça, ou s'il est plus vieux, on peut lui demander comment il se sent, mais viens quand même brosser tes dents. C'est ça, la structure, elle est très importante. Tu sais, d'avoir des règles qui sont cohérentes, qui sont stables, donc qui changent pas nécessairement fréquemment. Tu sais, d'avoir une certaine structure, c'est rassurant, là. Même pour les adultes, je veux dire. C'est juste, on sait à quoi s'attendre. C'est un peu aussi prévisible. Et donc, la structure, elle est là. Après ça, c'est comment on va faire respecter nos limites, en fait. Oui, le choix des mots, hein? Oui, c'est comme... On veut prendre en considération la position de l'enfant. Fait que ses états internes, comment il se sent, qu'est-ce qu'il vit, cet enfant-là. Puis de mettre des mots là-dessus, ça peut être aussi aidant. Comme, là, je vois que t'es vraiment déçue. Tantôt, on parlait un petit peu des petites filles, des fois, qui sont plus tristes, puis qui vont avoir tendance à pas nécessairement l'exprimer parce qu'on leur donne pas nécessairement tout l'espace pour faire ça, mais de reconnaître aussi, là, comme je le vois, qu'en ce moment, t'es peut-être un petit peu déçu. Puis laisser l'enfant parler aussi. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est un piège, des fois? On met trop de mots. Dire simplement, je vois que t'es déçu, ou t'es en colère. Tu sais, je sais pas, il y a des gestes où t'es en colère. Point. On dirait que des fois, en tout cas moi, personnellement, j'accuse coupable. Je valide. Mais on dirait que je sais pas, j'essaie de justifier, m'expliquer, raisonner, puis cette étape-là est comme de trop. Ou poser beaucoup de questions. Tu sais, quand l'enfant se sent pas bien, on est comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? On veut avoir des réponses, puis c'est tellement naturel. Je veux dire, on fait ça avec tout le monde autour de nous. Mais des fois, juste d'écouter, je pense que c'est porteur. Oui, des fois aussi, c'est ça, c'est trop de mots, c'est comme pas assez. C'est un peu ça qu'on explique aussi aux parents là, dans la pratique clinique, de tenter de comprendre en fait que si, oui, on peut valider, mais on va pas s'étendre dans un long monologue avec l'enfant ou de continuer à argumenter avec lui. Ça donne absolument rien. Quand l'enfant est en crise non plus, argumenter, expliquer. Il est pas là, lui. Là. Il est pas au niveau de la tête, il est au niveau du cœur, des émotions. Il est pas disponible. Il n'est pas disponible pour une argumentation, une explication. Puis des fois, même juste une présence empathique, mettre sa main sur son dos, mettre sa main sur, prendre sa main, lui flatter les cheveux, montrer qu'on est là, même si il est en colère ou s'il n'est pas disponible, ou d'y aller avec juste un mot. Fait que si l'enfant il est vraiment pas disponible puis ça va vraiment pas bien, juste de dire les dents, ben là, l'enfant va comprendre que là, maman est vraiment pas contente, faut que tu ailles te brosser les dents. On est rendu là. Fait que des fois, c'est comme, oui, on valide, on reconnaît, mais ensuite, faut quand même l'action se fait, puis des fois, c'est ça, le moins de mots, des fois, peut être gagnant, soit par notre présence ou par un mot court ou quelque chose de très clair. Et là, on parle beaucoup peut-être de la conséquence, mais que pensez-vous des récompenses pour motiver? Parce que ça aussi, idéalement, on voudrait que nos enfants fassent des choses parce que ça leur tente, parce qu'ils sont motivés à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais bon, c'est tout dépendamment des tâches, c'est pas toujours le cas. Donc, des fois, on va dire, fais ça, puis, je sais pas, ensuite, comme récompense, ça va être une activité ou un présent ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est une bonne technique? Oui, je sais pas ce que tu en penses, Catherine, mais d'emblée, j'ai l'impression, en fait, que ça augmente la motivation qui est extrinsèque. Oui, parce que l'enfant va faire quelque chose pour obtenir quelque chose après. Tout à fait. Puis moi, je pense tout de suite à la pression qu'on s'impose, parce qu'on voulait parler un petit peu de la pression de performance, la pression d'être quelqu'un. Puis, des fois, c'est par ce mécanisme-là que ça va se développer, dans le sens où si mon enfant, à chaque fois qu'il fait ce que je veux, je lui donne beaucoup d'amour, je lui donne beaucoup d'intérêt, je lui dis « Ah, t'es tellement fine, ah, j'aime tellement ça quand tu fais ça », puis beaucoup d'amour seulement quand l'enfant fait ce qu'on veut. Ou qu'on lui achète quelque chose. On lui achète quelque chose, mais tu sais, ça peut être juste émotionnel. Émotionnel aussi. C'est pas conscient. Tu sais, je pense qu'on le fait d'emblée, puis honnêtement, c'est bienveillant dans le sens où tu sais, j'ai envie là, de féliciter mon enfant, j'ai envie de féliciter les gens autour de moi, puis de leur montrer à quel point je les aime. Puis on est content aussi quand ils coopèrent, on s'entend. Oui, c'est correct. Je pense qu'il faut juste que ça soit pas seulement dans ces moments-là. C'est là la nuance. Est-ce que ça pourrait amener sur le long terme un enfant qui aurait tendance à se modeler à la société, tu sais, se couper de son sentier pour dire, OK, quand je fais A, B, C, D, ça égale amour de mes parents, présence, valorisation dans leurs yeux, je vois la fierté, je ressens ça. Donc, moi, je vais juste dorénavant faire A, B, C, D pour obtenir cette validation-là émotionnelle. Oui, puis en plus, dans notre société, on est super occupés, OK? Ça, c'est une réalité, là. Les parents sont ultra occupés, on est pris par notre travail, par plein de trucs. Fait que des fois, on n'a pas beaucoup de temps
à louer pour s'asseoir, jouer avec, donner de l'attention aux gens qui nous entourent, que ce soit nos enfants ou d'autres personnes. Et donc, ça se peut que inconsciemment, les fois où on le fait, c'est les fois où on est vraiment content de leur comportement. Donc, ça joue comme c'est pas... subtil. C'est intuitif, on s'en rend pas vraiment compte. Fait que je pense que c'est juste de prendre conscience de est-ce qu'il y a des moments où la personne fait pas nécessairement ce que je veux, mais que je peux quand même être empathique, disponible, aimante, pour que la personne sache que je l'aime, tu sais, au-delà de ses comportements. OK. Là, je prends un exemple de parent. Là, disons notre enfant, mettons, à 4 ans, là, je sais pas, on lui demande de ramasser la salle de jeu, le fait... On peut dire « Yes, top là, merci, t'as aidé maman, c'est super. Es-tu fière de toi? » Parce que ça, j'ai appris ça aussi, il fallait faire attention à « Je suis fière de toi tout le temps » là, pour qu'il apprenne à cultiver sa fierté. Si jamais, dans un autre contexte, je sais pas, on est juste assis sur le divan, on écoute un film en famille, de juste le prendre dans nos bras et dire « Hey, tu sais, j'aime ça être avec toi, j'aime ça passer du temps avec toi. » L'enfant, il n'a rien fait, là. Il est juste là. Exact. Est-ce que ça sera un bon exemple, un bon moment? Ça. Parce que là, l'enfant, il sait que quand même, quand il fait rien, on l'aime beaucoup, puis on lui donne l'attention, puis il y a une valeur, là, tu sais. Mais, à l'inverse, s'il nous fait la crise pour pas se brosser les dents, là, c'est pas non plus un bon moment pour faire... Oui, on peut le valider, je comprends, mettons, ta frustration, mais c'est pas le meilleur moment pour dire que tu l'aimes, ou on peut quand même lui dire qu'on l'aime parce que dans le fond, on l'aime inconditionnellement. Mais c'est ça, dans le fond, on peut pas renforcer le négatif non plus, là. Non, c'est ça. Il y a des situations où, tu sais, des fois, l'enfant va dire comme « Ah, ben c'est ça, tu m'aimes plus. » Ah oui, là, ça arrive quand même souvent chez les tout petits parce que c'est ça qu'ils ressentent. Mais souvent, ça peut être juste de « Non, maman elle t'aime, elle va toujours t'aimer. En ce moment, je suis fâchée parce que les jouets sont pas ramassés dans la salle de jeu. » Fait que c'est de dissocier les deux. C'est de montrer de séparer en fait que l'amour n'est pas dépendant du bon comportement, mais qu'un mauvais comportement fait pas que maman t'aimera plus. Je comprends. Donc, c'est peut-être important aussi dans des moments neutres de leur rappeler. Maman va toujours être là, ou papa, ou tes parents, on va toujours t'aimer peu importe ce que tu fais ou ce que tu choisis. Ça permet à l'enfant de garder sa valeur personnelle ou d'avoir une valeur. Puis, comme tu disais tantôt, de cultiver sa fierté. De pas toujours être au-devant de l'enfant, de montrer que lui-même peut se sentir fier. Et ça passe beaucoup par j'aime bien l'expression d'être un parent qui est plus descriptif que évaluatif ou que... explique-moi ça. Dans le sens que, dans l'exemple de la salle de jeu tantôt, l'enfant ramasse la salle de jeu, à place de dire Ah, je suis fière de toi, tu as ramassé la salle de jeu, ça va être Ah, je vois les jeux tout rangés ou à leur bonne place, ou tous les jeux sont à leur place. Que j'aime ça rentrer dans une pièce bien propre. Fait que là, l'enfant, il va faire comme Ah, OK, mais c'est moi qui ai fait ça. Fait que, il va comprendre sa valeur, si on veut, la valeur de ce qu'il a fait. Donc, un parent qui décrit ou l'enfant nous ramène un dessin, puis là, Ah, il est vraiment beau ton dessin, ou comme t'es super bonne. Au lieu de dire Ah, là, je vois un arc-en-ciel, je vois plein de couleurs multicolores, je vois des détails dans les arbres, je vais l'afficher sur le frigo. Là, l'enfant, sans avoir complimenté directement l'enfant, on complimente son action. Fait que ça valorise parce que ça valorise sa motivation aussi au final parce que l'enfant va se dire je vais aller en faire un autre. Je vais m'appliquer pour qu'il soit bien défini. Parce que ça aussi, dans un autre épisode, Nancy Doyon, entre autres, le mentionnait, il faut faire attention, même dans nos compliments. Parce qu'elle dit si, par exemple, vous valorisez le beau cœur rose. Ah, il est beau ton cœur rose, je suis assez fière de toi quand tu me fais des beaux cœurs roses comme ça. On veut pas que notre enfant dessine juste des cœurs roses. Je sais que c'est un exemple un peu grossier, mais si peut-être dans le parent, comme tu dis, descriptif, qui va de façon plus générale, puis il va montrer son appréciation en l'affichant ou en décrivant la situation versus mettre l'enfant sur exactement les petits gestes que l'enfant a fait. Puis encore là, ça pourrait le ramener dans la pression de fitter dans le moule de ce qu'on aime. Puis de se conformer, puis de pas être motivé. Si on dit hey, ton dessin il est vraiment merveilleux ou comme c'est vraiment bon. Est-ce que l'enfant va vraiment avoir envie d'en faire un autre? Parce que là, ce qu'on vient de lui dire, c'est que celui-là, il est vraiment beau puis que c'est comme est vraiment meilleur ou c'est son meilleur dessin. Donc, j'arriverai plus jamais à en faire d'aussi bon. Oui. Fait que ça peut venir nuire en fait à sa motivation qui est intrinsèque dans cette... Quand même. Honnêtement, là, en tant que mère, en ce moment, je trouve ça fascinant, très intéressant et très anxiogène en même temps. Dans le sens où je trouve que la portée de nos mots, on veut tellement bien faire. Puis pour plusieurs enfants des années 70, 80, 90, on n'a pas toujours été peut-être encouragés par nos deux parents. Tout ça, ça fait que là, on veut des fois défaire ce que nous, on a vécu en faisant.
Mais en même temps, il y a d'autres pièges aussi à valider. Oui, je pense qu'on peut prendre un petit bout de ce qu'on entend, tu sais, ce qui nous parle le plus, qu'on pense que pour nous serait aidant. Parce que comme adulte, on a une relation avec notre enfant, mais on a aussi une relation avec d'autres adultes, là, que ce soit des partenaires amoureux, amoureuses, tu sais, des amis. Qu'est-ce que moi, j'aime me faire dire dans des contextes similaires? Parce que dans toutes nos relations, ces concepts-là sont présents. C'est vrai. Tu sais, si j'ai un conjoint puis que je veux, je sais pas, qu'il m'aide à faire la cuisine, j'aimerais ça que ça soit une motivation intrinsèque puis ça soit pas comme « je vais t'aimer si tu fais le souper ce soir, sinon je vais être vraiment fâchée », tu sais. C'est le même principe, là. Après, il y a aussi comme l'authenticité que j'entendais un peu dans ta question précédente, dans le sens où si moi je suis vraiment fâchée, c'est pas le moment d'y montrer que je l'aime, là. Comme là, c'est incohérent, tu sais. Puis dans le ton de voix, c'est la même affaire, là. Si mon enfant fait une crise de bacon à l'épicerie puis que là, je suis vraiment malaisée, je suis pas contente, je suis pas bien moi-même, je suis un peu dérégulée. C'est pas non plus le moment de me dire je vais utiliser une voix calme, je vais lui dire que je reconnais son émotion. Tu sais, ça va être incohérent, puis ça va nous frustrer nous-mêmes et nous rendre anxieux. Fait que là, rendu là, c'est comme Charlotte disait, mettons, utiliser 2 mots, être quand même relativement posé, mais une voix, c'est comme je suis en colère, tu sais. Fait que tu sais, il y a aussi comme il faut être cohérent avec nous-mêmes. T'sais, on est et avec le contexte. Des êtres humains, c'est ça exactement. Là, mais j'aime ça, ce que vous dites là, parce qu'on se tourne beaucoup dans la parentalité positive, bienveillante, sécurisante, vers accueillir les émotions de nos enfants, accueillir, puis je pense vraiment que c'est important, mais il faudrait peut-être pas s'oublier nous-mêmes comme parents. Non, on en a des émotions, nous aussi, là. Puis des besoins, le besoin d'autonomie, de compétences, de connexion sociale, il est là chez nous aussi. Puis comme parents, on peut mentionner à un enfant qu'on est fâché. On peut dire à son enfant « je suis fâchée » ou « c'est pas un bon moment en ce moment, maman ». J'aime beaucoup l'exemple de la patience. Là. Souvent, on dit « je suis à bout de patience », mais là, ça va sortir comme... Ça pourrait sortir de manière contre l'enfant, qu'on n'a plus de patience envers l'enfant, mais c'est notre journée au boulot, c'est n'importe quelle situation, le trafic. Fait que de montrer à l'enfant que, ben là, maman, sa patience est grosse comme un petit pois. Puis là, l'autre journée, l'enfant pourrait dire « ben là, maman, ta patience est grosse comment? » Fait que là, « ah, ben ma patience est grosse comme une citrouille. » Fait que là, on montre à l'enfant que nous aussi, on est un être humain, puis que ça varie, puis c'est normal. Je pense quand tu as dit que ça peut rendre anxieux, ce genre de discours-là, puis ce genre de questions-là, parce que c'est un peu comme nous, quand on l'apprend dans nos cours, c'est un peu comme un nouveau langage. Oui, c'est totalement différent, mais en même temps, on apprend en faisant des essais, des erreurs, puis il faut juste être aussi indulgent et bienveillant envers soi-même d'abord. Puis comme Catherine le disait, de le reconnaître dans nos autres relations, ce qui nous plaît moins, puis comment on aime se faire parler pour ensuite pouvoir le faire avec notre enfant. Non, c'est ça, parce que le discours est tellement différent, puis... je vous le disais tantôt, j'avais tendance à mettre des fois trop de mots. Puis il y a d'autres psychoéducatrices qui me disaient accueillir l'émotion, ensuite aller voir le besoin non répondu. J'ai dit, OK, mais ensuite, mais comme c'est tout. Mais non, d'habitude, il y a au moins comme 10 choses à faire. Moi, je suis habituée on suit le modèle, on coche, mais la parentalité, c'est tellement pas ça. Puis encore moins dans la parentalité bienveillante. Avant de se laisser, j'aimerais qu'on parle un petit peu de persévérance versus motivation. On veut motiver nos enfants à faire quelque chose, mais là, dans 2-5 ans, on va prendre un exemple, le patin. C'est difficile, patiner, on se le cachera pas, c'est très difficile. Jusqu'où on les amène à persévérer là-dedans sans non plus tomber dans la pression de performer, mais en même temps, c'est sûr que si ils ont tombé 2 fois puis on dit « Ah, c'est beau, on s'en va à la maison », ils apprendront jamais. On fait quoi? La phrase que j'ai, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est difficile parce qu'il faut trouver un équilibre. Oui. Puis je pense pas qu'il y a de recette magique, il y a pas de truc miracle. Zut! J'arriverai pas avec une solution aujourd'hui, mais quelque chose qui je trouve très validant de dire à un enfant, c'est la phrase qui commence par « des fois, ça peut ». Des fois, ça peut être difficile de faire du patin. Des fois, ça peut être difficile de recommencer quand on a tombé. Fait que c'est quelque chose qui démontre qu'on reconnaît que c'est difficile de faire du patin. Puis après ça, ben, on peut laisser aussi un choix à l'enfant. Mais est-ce que tu préfères revenir une autre journée? Ou tu sais, est-ce qu'on réessaie une autre fois? Fait que de montrer à l'enfant que on le sait que c'est vraiment dur faire du patin. Que même nous, à la limite, on a eu de la misère, mais en persévérant, on a vu qu'une fois qu'on l'a acquis, ben là, on est fiers, là, on est content, puis ça nous amène à faire autre chose.
Ouais, puis je pense que j'ajouterais que ça dépend du tempérament de l'enfant. Tu sais, les enfants qui sont plus prompts à vouloir essayer des nouvelles choses, à être excités par, c'est ça, comme la nouveauté, l'excitation, le risque un peu. Tu sais, il y a des enfants qui veulent prendre des risques. Il y en a d'autres qui non. Il y en a qui sont très, très retirés, tu sais, qui sont plus introvertis, par exemple, socialement. Fait que je pense que c'est comme de pousser un petit peu son enfant pour qu'il sorte de sa zone de confort, mais en même temps, on veut pas induire une détresse. Si on voit que l'enfant est en détresse, c'est pas le moment d'être comme « on continue », là. Je pense que comme, quand on sent que là, c'est trop, là, comme « OK, regarde, je le vois que c'est trop pour aujourd'hui, on va revenir une autre fois. » Je pense que ça aussi, c'est comme un rôle de parent, là, parce que c'est ça, quand on pousse trop loin, mais l'enfant apprend aussi à pas respecter ses limites, je pense. C'est ça, parce qu'on le disait tantôt, c'est important qu'il apprenne lui-même à se lire, à se découvrir, à s'écouter. Donc, si on pousse trop, on vient un peu à l'encontre de ça, mais en même temps, on veut quand même lui donner la chance d'apprendre parce que là, c'est un exemple du sport, mais même la musique, lorsqu'on débute à apprendre un instrument, par exemple, c'est difficile. Puis avant, souvent, les enfants, ils disent « Ah, je veux jouer telle chanson, ouais, mais là, il faut apprendre toutes les notes, il faut apprendre... » Mais je veux dire, la récompense, si on veut, elle va arriver plus tard. Donc, ça aussi, c'est difficile dans le 2 à 5 ans de comprendre. Je suis pas sûre non plus qu'ils ont toujours la maturité cérébrale pour comprendre que ça va arriver plus tard. Non, leur cerveau n'est pas tout à fait développé encore. Puis le cerveau se développe jusqu'à... Dans les études, ça dépend, là, mais 25-31 ans. Fait qu'à 0-5 ans, il est vraiment pas... il reste du temps. Puis, tu sais, c'est de pousser l'enfant dans une tâche qui est un petit peu plus difficile, qu'on sait qu'avec aide, il pourrait réussir. Fait qu'avec aide, en patin, la chaise là, sur la patinoire, ou nous derrière l'enfant, ou... juste attacher son manteau, par exemple. Tu sais, l'enfant, on pourrait juste lui placer la fermeture éclair le début, puis il va le zipper tout seul. Bien, ça favorise sa motivation, puis ça montre sa persévérance parce qu'on le laisse essayer au début, puis après ça, c'est des fois, ça aide de s'aligner pour placer les... Fait que là, des fois Fait que là, l'enfant se dit, si je le laissais de même au lieu qu'il boque, puis que là, ça marche comme pas. Ça. Voyons, on place ta fermeture. Ou qu'on se dise, on le fait à sa place parce qu'on se dit, ça va aller plus vite, ils vont tout être dans l'auto dans 5 minutes. Ben j'avoue, des fois, surtout... Des fois, on n'a pas le temps. Des fois, on n'a pas le temps, mais si on se dit, disons que la majorité du temps. Alors, mesdames, je retiens, des fois, ça se peut que... Puis j'aime beaucoup ça, et accueillir l'émotion, mais sans se juger, parce que ça se peut qu'on trouve ça dur des fois comme parents. Tout à fait. C'est bien correct aussi. Merci beaucoup, mesdames. Bonjour Sarah. Bonjour. Je tenais à discuter avec toi du sujet de cette semaine parce que pour moi, la motivation intrinsèque, on dirait que j'associe ça déjà au sport. S'il y a bien un endroit dans la vie où ça nous prend une motivation qui vient de l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir accomplir des choses, mais je dirais même le faire perdurer dans le temps, en tout cas pour moi, c'est vraiment le sport et l'entraînement. Et en tant que présidente fondatrice de Bougeotte et Placotine, comment tu le vois même chez ta clientèle, cette motivation-là? Ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, une motivation intrinsèque, c'est pas tout le monde qui va l'avoir en partant. Donc, c'est quelque chose qui peut être développé. Tu sais, ça veut dire que c'est une motivation intrinsèque, c'est vraiment là, à l'intérieur de soi. On a vraiment quelque chose qui nous motive à nous mettre en action. Puis ce qui est intéressant, en fait, comme kinésiologue, c'est qu'on le sait que ça, on peut le développer. Mais des fois, avant la motivation intrinsèque, ça prend comme un coup de pied dans le derrière. Je confirme. C'est ça, ça va prendre une motivation souvent qui va être extrinsèque. Puis, par la suite, à force d'être mise en action, mais aussi avec, tu sais, quand même, on se le cachera pas, là, si c'était facile être en forme, on serait pas dans une population qui est sédentaire. Donc, tu sais, ça prend quand même un engagement, puis, tu sais, de la constance pour arriver à vivre les fameux bienfaits. Et peut-être que là, ça devient justement vraiment une motivation intrinsèque. Selon toi, il faut vraiment commencer, dans la majorité des cas, on ne peut pas généraliser, là, mais pour plusieurs, à goûter des bienfaits de l'entraînement pour que là, justement, on ait une motivation intrinsèque de dire, bon, ben moi, mon rythme, c'est 3 fois semaine, 4 fois, 5 fois, peu importe. Je suis convaincue. Tu sais, il y a des gens qui naissent avec vraiment kinesthésique, sportif. Tu sais, mettons, je vais prendre un exemple. Là. Moi, le sport a toujours fait partie de ma vie. Mes parents étaient sportifs. J'ai été baignée là-dedans. Mais je suis chanteuse, je me considère chanteuse. Par contre, c'est sûr que pour atteindre un objectif, ça serait dans le sport ou n'importe quelle sphère de la vie, des fois, il faut comme un petit peu rationaliser la chose, s'engager, le mettre dans son agenda
Et là, Ouais. on voit des résultats aussi. On vit des résultats, que ce soit les bienfaits de l'endorphine, le bien-être que ça procure, avoir du temps pour soi, au niveau de la gestion de ses humeurs aussi. Et là, ça devient comme un peu presque une dépendance. Là. C'est comme, hey, ben, je suis tellement mieux quand je fais mon sport, ben, je vais vraiment le prioriser dans mon horaire. Oui, parce qu'on le sait, hein, l'horaire, souvent, ça nous amène des défis comme parents. On s'entend, c'est chargé. Donc, effectivement, si on ne le met pas à l'horaire puis on attend d'avoir du temps, on peut attendre longtemps. Mais as-tu l'impression, chez Bougeotte et Placotine, vous offrez de nombreux cours aussi de groupe, que l'effet de groupe, bon, pour moi, ça a 2 volets. Le premier volet, j'irais dans le positif. L'effet de groupe, veut pas, on a un rendez-vous. Souvent, on peut se faire des amis là-bas, de nouvelles personnes qui entrent dans notre cercle. Donc, on veut pas manquer ce moment-là. Ça devient une motivation extrinsèque, mais supplémentaire à se rendre au cours. Oui, bien, tout à fait. En fait, premièrement, il y a l'aspect financier dans le sens que les gens ont déboursé pour y aller. Le fait qu'il y ait aussi, des fois, d'autres amis ou d'autres connaissances. Fait que c'est d'autres motivations extrinsèques à dire, j'ai un rendez-vous. Elle, je l'aime bien, je vais y aller parce que ça va être plate si j'y vais pas. Puis on s'est tellement fait du fun la semaine dernière. Fait que c'est sûr que les aspects positifs aussi, c'est qu'au-delà du sport, il y a comme l'aspect social, psychologique. Donc, on dirait qu'on touche à plein de sphères qui sont autour, finalement, de juste s'entraîner, parce qu'il y a aussi il y a aussi pas juste s'entraîner dans la vie, il y a comme être en santé. Puis ça, c'est bouger. C'est pas tout le monde qui est obligé de viser à faire un demi-marathon dans la vie. Non. Mais il y a comme une base de santé qui est quand même, mais là, ça fait peur, mais qui est quand même de faire, mettons, 30 minutes d'activité physique par jour pour atteindre 150 minutes d'activité physique par semaine, même si c'est correct, c'est suffisant comme objectif, en fait. Donc, il faut qu'il y ait souvent d'autres motifs pour dire, ben là, moi, là, pour vrai, il y en a vraiment des gens, là, je n'aime pas suer, mais au moins, au moins, tu sais. Je suis allée marcher, par exemple. Oui, puis je jase avec ma copine, à côté, ma nouvelle amie, nos bébés socialisent. Le café, après, il est vraiment bon. Fait que ça amène que ça devient un style de vie, puis c'est ça qu'on vise, hein, c'est un mode de vie actif. Oui, et non pas souvent, on démarre en lion, mais on finit en tortue, Oui. là. C'est pas l'idéal. Mais as-tu vu quand même aussi, au fil des ans, le fait que le groupe, faut faire attention pour pas basculer à l'inverse dans la pression du groupe. Quelqu'un, par exemple, surtout dans la clientèle des jeunes mamans qui a vécu un accouchement plus difficile ou qui en est peut-être à son 3e, 4e enfant, faut faire attention aux blessures, là. Faut pas que par la pression du groupe de dire, ben, regarde, ça va pas pour moi, mais j'y vais. On voudrait pas que ça ait des conséquences négatives non plus, là. Je peux dire que je suis quand même fière parce que notre entreprise, on n'est pas du tout là-dedans. En fait, par la variété de nos choix de cours, nous, on s'adresse aux mamans. On s'adresse pas, on s'adresse à tous les types de mamans. Autant aux athlètes, autant, mais nos cours, par exemple, si on parle d'une maman qui vient d'accoucher, ben, c'est un tronc commun. Tout le monde a eu un ventre qui a été étiré, tout le monde a eu un plancher pelvien qui a eu de la pression, certaines ont eu des césariennes, certaines ont eu des accouchements vaginaux. Puis le fait c'est pas pour rien là, qu'on a comme un entraîneur pour 8 à 10 participantes parce qu'on veut que ça soit personnalisé. On n'est pas dans la performance. Ensuite, plus tard, on a des cours qui vont varier. Nos athlètes là, vont s'en aller dans les cours performants, puis il y en a d'autres qui sont vraiment plus dans une tangente de bouger, mais on vise pas la grosse performance. Ça fait du bien et tout ça. Donc, en effet, je pense que ça peut venir. Je pense que ça dépend des milieux. Peut-être aussi, le en ligne, ça peut être différent, je ne sais pas, mais du moins, dans notre cours, nous, en fait, on est des professionnels de la santé. On veut juste comme donner un coup de pouce aux mamans pour qu'elles retrouvent leur corps, qu'elles aient le moins de séquelles, puis se sentent libres, dans leur corps pour faire ce qu'elles veulent. Fait que, on n'est pas du tout... Dans le fond, on va jamais parler de perte de poids, d'apparence physique. On n'est pas là-dedans, tu sais. On est plus se reconnecter à son corps postnatal, puis être chumé avec lui pour pour la suite, parce que veut pas, exactement. Qu'on le veuille ou non, il a changé, donc il faut apprendre aussi à vivre avec ça. Et tu le nommais tout à l'heure, toi, tu es kinésiologue, mais ton équipe, ce sont des professionnels. Donc, si une maman a des questions, elle n'est peut-être pas certaine de son niveau du cours qu'elle devrait prendre, si elle aime ça ou quoi, elle peut, j'imagine, se tourner vers vous, puis vous allez toujours guider, là.
En fait, toutes nos cours sont créés par des kinésiologues. 95% de notre équipe est des kinésiologues. Nous, on se tient à jour au niveau des études scientifiques. On a de la formation continue. C'est vraiment ça c'est vraiment ça notre job. Ouais. C'est vraiment comme de amener à améliorer les habitudes de vie, changement de comportement, maintenir des saines habitudes, adapter. On veut que les gens progressent. On croit tellement au pouvoir de l'activité physique. Donc, nous, on a étudié dans le domaine pour avoir des outils pour amener les personnes. Puis nous, là, on le sait qu'il faut faire confiance au processus, puis c'est un processus qui est long. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est tellement une évidence que jamais on va vendre quoi que ce soit par rapport à des transformations. On est comme, non. Dans le fond, les résultats, là, ils vont arriver par la constance, la patience, puis faire confiance au processus, puis on le voit. Heureusement, là, on voit des mamans qui n'ont jamais fait d'activité physique de leur vie, puis qui sont venues, puis maintenant, ils ont vraiment un style de vie actif, les enfants aussi beaux. C'est devenu une priorité dans leur vie, tu sais. Mais c'est ce que j'allais dire. Au-delà des résultats, je pense qu'un style de vie actif, dans le balado, je pense qu'il n'y a probablement pas un épisode où on ne le dit pas. Les enfants, ils vont regarder ce qu'on fait bien plus que ce que l'on dit. Donc, on a beau, nous, les inscrire à la gymnastique, au patin, au ski. Si nous, comme parents, on est toujours sédentaires, veut pas, ça peut être difficile pour eux de comprendre pourquoi ils se lanceraient là-dedans quand nous-mêmes, on ne le fait pas. Moi, quand j'ai parti de l'entreprise, c'était suite à ma maîtrise. Je me suis dit, OK, ça compte qu'il y a un ordre. Il y a un ordre à suivre en postnatal. Il y a vraiment comme des choses à respecter dans une rééducation, au même titre que quand on se foule une cheville, il y a des étapes de rééducation, mais c'est la même chose pour une maman. C'est juste que personne s'en occupait. Donc, c'est pour ça que j'ai parti mon entreprise, là. Tu sais, j'étais comme, je vais m'en occuper. On va s'organiser pour que les mères, les femmes enceintes puissent bouger, puis les nouvelles mamans, mais de façon intelligente, tu sais. Oui, intelligente, sécuritaire et bien accompagnée. Je pense que c'est la clé vraiment du succès. Puis, c'était vraiment un vrai besoin parce que Bougeotte et Placotine, maintenant, vous avez combien de succursales différentes? À Québec, on a 3 succursales, une à Saint-Nicolas, Le Bourgneuf, Sillery, puis on a une franchise à Pont-Rouge, à Sherbrooke et à Montréal, dans le secteur Maisonneuve-Rosemont. On a une licence à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis là, j'ai bien hâte d'annoncer très bientôt une nouvelle franchise, mais je vais me garder une petite gêne encore. Mais quand même, on voit que c'est un concept qui est recherché, les besoins sont là, puis c'est en expansion, donc c'est tout à ton honneur d'avoir su, je pense, voir le filon et d'y mettre, on le sent, Sarah, quand tu nous parles, ta passion pour le style de vie actif, les femmes, l'entraînement. Et en terminant, est-ce que tu aurais un petit mot bienveillant concernant justement la nouvelle année qui s'en vient? Souvent, janvier, on a des résolutions, on veut atteindre de grands objectifs. On se met aussi beaucoup de pression. Il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Je pense que c'est de tasser le « il faudrait », là. Puis les grands objectifs de tout d'un coup devenir un triathlète qui fait des Ironman, là. Puis juste comme une petite bouchée à la fois, puis comme tu l'as dit là, avec bienveillance, se donner de l'espace pour comme aussi, des fois, ça ne marchera pas une semaine, des fois, ça va fonctionner, mais faire confiance au processus. Là. Puis vraiment, tu sais, pas mettre ça trop gros parce qu'on le sait bien, là, le nombre de personnes s'inscrivent dans des gyms, puis après 2 mois, ils abandonnent, tu sais, c'est plate. C'est clair. Moi, ce que je retiens, faire confiance au processus parce que je l'admets, parfois, on est pressé. Puis là, on se dit, comment j'y vais, par exemple, 3 fois semaine, pourquoi je ne vois pas autant de résultats? Mais l'idée est peut-être plus de focusser sur le processus, l'énergie que ça nous donne chaque jour, la patience peut-être que ça peut nous amener une fois qu'on s'est vidé la tête au sport, qu'on a pris du temps pour nous versus simplement l'atteinte d'objectifs physiques qui vont venir au moment venu selon les efforts. Puis ça, malheureusement, on peut pas, comme ils disent, lorsqu'on veut qu'une carotte pousse, on peut pas tirer dessus pour qu'elle pousse. Exactement. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Sarah. Et voilà, merci beaucoup à mes invités cette semaine. Catherine Simon-Paquette, doctorante en psychologie de l'éducation, et Charlotte Lompré, doctorante en psychologie clinique. Allez visionner au bas de l'épisode. J'ai mis tous les liens parce que les filles, elles ont des balados aussi qui sont super intéressants si vous voulez aller y prêter oreille. Un merci également tout particulier à Sarah Baribeau, fondatrice et présidente de Bougeotte et Placotine. Plusieurs succursales de Bougeotte et Placotine sont maintenant disponibles un peu partout au Québec. Je vous invite à aller voir leur site web pour découvrir vraiment l'éventail de cours qu'elles
propose. Merci également à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706 pour le montage et la musique. Je m'appelle Maggie Bélanger et vous le savez, je vous le répète à chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner, liker, aimer, commenter et m'écrire pour me dire vos bons coups, vos moins bons coups concernant le balado. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. J'aime avoir vos suggestions et vos commentaires. Et plus vous commentez, plus vous interagissez, et bien plus le balado est vivant et il est vu parce que vous le savez, c'est un projet gratuit. Tout ça parce qu'il est propulsé par Kaleido. Alors merci à vous d'être aussi nombreux à nous écouter et ensemble, soyons à la hauteur de nos tout petits. Bye bye!